La rupture amoureuse est un formidable révélateur comportemental. Cette idée-là, une fois qu'on la comprend, après l'avoir définie bien évidemment, va nous permettre de faire fi de très nombreux jugements qui sont présents au moment de se lancer dans la reconquête amoureuse. On décortique tout ça et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'intéresse à une donnée, un paramètre qui, je l'espère, c'est en tout cas le but avéré de la vidéo, va nous permettre de laisser de côté les jugements, les opinions de notre environnement qui, bien malheureusement, à mon sens, ont tendance à nous influencer sur la vision qu'on a de la reconquête amoureuse, mais aussi de la personne qu'on a face à nous. Parce que oui, quand on s'avoue et quand on avoue tout simplement à notre environnement qu'on veut mener notre reconquête amoureuse, les retours ne sont pas souvent extrêmement glorifiants. On va nous dire qu'on n'a pas d'ego, qu'on est dans la dépendance affective, qu'on ne comprend pas ce qu'est une rupture amoureuse, qu'on est en train de se traîner par terre, que des poissons dans l'océan, il y en a plein, que la personne face à nous ne nous mérite pas, etc., etc., etc. Des avis aussi divers que variés qui vont effectivement avoir une influence négative sur notre système de pensée, nous pousser dans la confusion, dans la peur, dans le doute. Et l'idée véritablement, c'est que on veut relativiser un petit peu tout ça pour toujours et encore, vous savez que c'est un des objectifs principaux de mes contenus, essayer de trouver et d'entretenir une forme d'objectivité. Du coup, aujourd'hui, moi, je voulais vous parler, de ce que j'appelle le révélateur comportemental. Si ce n'est pas extrêmement clair en soi, ce terme-là, ne vous inquiétez pas, on va le discuter donc aujourd'hui à travers deux parties. Et je propose en première partie, évidemment, d'essayer de définir ce qu'est donc ce révélateur comportemental. Pour moi, c'est une situation, la plupart du temps relativement grave, qui fait découler autour de laquelle gravitent énormément d'opinions, d'idées préconçues, et qui, lors de leurs occurrences, vont pousser à des comportements qui finalement ne sont pas exactement ceux qui sont prévus. Alors dit comme ça, c'est peut-être toujours pas extrêmement clair. On va prendre quelques exemples. L'un des plus connus, c'est l'exemple de l'agression dont on serait témoin. On voit quelqu'un se faire agresser. Objectivement, humainement, et puis dans le code de la bienséance, l'idée de base, le réflexe de base serait de soit s'interposer entre l'agresseur et l'agressé, soit appeler la police, en tout cas essayer d'apporter de l'aide à la personne qui est en danger. Matériellement maintenant, dans la spontanéité du moment, on va s'apercevoir qu'il y a certains comportements qui sont déviants et qui sont humainement discutables et surtout qui ne sont pas avoués ouvertement, qui vont se dérouler, qui vont prendre place. L'un de ceux auxquels on pense tous, c'est évidemment le fait de sortir son téléphone et de filmer l'action. Et combien de fois on a vu des choses, je sais pas moi, des bagarres à la sortie de collège ou lycée, je pense qu'on a vu ce genre de choses sur à peu près tous les réseaux sociaux, des gens qui cassent des boutiques pendant des manifestations. On devrait sauvegarder notre patrimoine, on devrait se dire que c'est pas pour ça qu'on est dans la rue et qu'on se bat, on se bat pour nos droits, pas pour tout péter autour de nous. Et puis on entend des choses qui paraissent aberrantes. J'avais entendu une histoire d'une jeune femme qui s'était fait violer sur une ligne de RER en pleine journée. Personnellement, j'ai été parisien pendant près de 30 ans. J'ai jamais pris le RER en pleine journée, en plein jour, sans qu'il y ait quelqu'un dans les rames, Il y a toujours du monde. En plus, c'était sur une ligne relativement courante. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'était sur la ligne A du RER. On se dit que quelqu'un aurait dû intervenir, mais la réalité des faits, la spontanéité du moment fait qu'on réagit autrement. Pourquoi? Parce que tout à coup, on pense au fait de pas vouloir entrer dans un danger, on pense à sa vie, on pense aux conséquences, on pense à énormément de choses qui nous correspondent à nous tout à coup. C'est nous qui sommes au cœur de cette action-là. Et la pensée collective, ce qu'on devrait faire et ce que j'avais dit que je ferais, ce que j'avais prévu pour donner une image de moi qui serait adapté à mon environnement est complètement remise en cause par la notion de danger et puis par la proximité à l'action. Et pour moi, c'est ça le fameux révélateur.
tant que la situation n'est pas apparue, tant qu'elle n'est pas vécue, finalement, on ne sait absolument pas comment on aurait réagi ou comment on réagit, si vous voulez. Et encore une fois, il y a cette idée de bienséance absolue, surtout, j'ai envie de dire, au XXIe siècle et surtout dans les 10 dernières années, où il ne faut surtout pas dire quelque chose qui défrise quelqu'un d'autre, où il faut faire attention à tous les termes qu'on emploie, etc., etc. Il y a une espèce de nécessité d'avoir une image polie, une image lisse vis-à-vis de notre environnement. Et ça, bien évidemment que ça va influencer la rupture amoureuse et surtout la notion de reconquête amoureuse, où on va vous expliquer qu'à partir de là, effectivement, il faut prendre soin de ça. Alors, je recommence, il faut prendre soin de soi, pas facile à dire rapidement, ce avec quoi je suis absolument d'accord, et puis il faut tourner la page, etc. Et puis bien vite apparaissent les idées du il faut rester dans son coin, il faut plus parler, et l'autre ne nous mérite pas, etc., etc. Tout ce qui a été dégagé dans cette première partie. En tout cas, ce qu'il faut vous dire, c'est que les jugements des personnes que vous avez face à vous, qui sont formulés, que ce soit les proches, que ce soit les amis, quelles que soient les sources informationnelles, ça reste une réflexion qui est arrêtée et qui est en dehors de l'action, si vous voulez. Ces gens-là ne comprennent pas, ne voient pas, ne ressentent pas les choses à l'intérieur du déroulé. Donc ils n'étaient pas dans votre relation, ils ne sont pas dans votre rupture, ils ne sont pas dans votre communication, ils ne sont pas au contact de vos sentiments, ils ne sont pas au contact de la situation. Ce sont des choses qui les éloignent de finalement ce que j'appelais il y a encore quelques minutes la spontanéité du moment. Et pour moi, la rupture amoureuse est un véritable révélateur comportemental. C'est face au drame qu'on va véritablement découvrir qui nous sommes. Et ça me permet d'enchaîner avec notre deuxième partie. C'est parce que on est révélé à nos propres yeux, finalement, qu'on va pouvoir comprendre que la rupture amoureuse est un formidable catalyseur de contraste. Comme je vous le disais, il y a ces espèces de lois informelles, d'idées, de préconçus qui sont présents. On devrait réagir comme ci, on devrait réagir comme ça. De ces idées-là découle une espèce de catégorisation de l'ex et puis de la personne laissée de côté. Donc l'ex, ce serait la personne un petit peu antipathique, qui n'a pas d'empathie, qui est pas sympa, qui vous laisse de côté, qui vous abandonne, qui est injuste et qu'on n'a plus rien à foutre de vous. Et vous êtes donc cette victime laissée à l'abandon, dans le dépit, la tristesse, la tourmente, qui va galérer tous les jours à se lever et à entretenir sa motivation, qui va être extrêmement collant, extrêmement needy, qui va communiquer n'importe comment, etc., etc., etc. Et ces images-là, quelque part, elles nous collent à la peau. C'est vrai que la personne qui vous quitte, quelque part, s'attend un petit peu, même si c'est pas un désir profond, à ce que votre manière de réagir colle à ce profil de victime, avec des supplications, avec énormément de verbalisation, avec des questionnements, avec potentiellement le fait de l'attendre à la sortie du boulot avec des fleurs et une bague, très clairement. Et ça, finalement, moi je pense que c'est une force pour nous, parce que les gens qui sont autour de vous, les conseils qu'on vous donne, c'est un petit peu basé là-dessus. Plus les gens sont proches, plus ils veulent votre bonheur immédiat, ce qui est très bien, c'est leur rôle, c'est parfait, et plus du coup leurs conseils vont être justement de profiter de vous et de diaboliser la personne qu'on a face à nous. Nous, ce qu'on fait dans la reconquête amoureuse, c'est de se dire que cette situation-là, on l'a bannie intellectuellement. Oui, certes, on est quelque part, même si ce mot-là, il me fait un petit peu vomir, soyons honnêtes, on est victime de l'interaction dans le sens où la rupture amoureuse est une décision unilatérale et où c'est pas nous qui l'avons prise la plupart du temps et la personne face à nous entre dans un pacte. Donc il y a cette notion de dureté, cette notion de distance, cette notion de nécessité de reconstruire des ponts. Mais on ne le fait pas non plus n'importe comment, on le fait justement à travers le contraste vis-à-vis des attentes qui pèsent sur la victime. Parce que non, l'idée c'est évidemment de ne pas pleurnicher, c'est évidemment de ne pas être dans la supplication, c'est évidemment de créer quelque chose qui soit dynamique, quelque chose qui soit donc en mouvement, qui soit souriant, qui soit péchu, qui soit véritablement aux antipodes
l'antipode de ce que les personnes face à nous décrivent comme le comportement traditionnel à opérer, soit quand on est la victime d'une rupture amoureuse, soit aussi quand on veut mener une reconquête amoureuse. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples de gens qui vont vous dire « Ah, bah tu sais, c'est simple, il suffit de reprendre du poil de la bête, de t'afficher partout comme quelqu'un qui est en pleine évolution, qui a un succès incroyable, de surtout pas lui parler, et il ou il reviendra de lui-même ou d'elle-même », ce qui est la plupart du temps complètement faux. Pourquoi ? Parce qu'on oublie complètement la psychologie du rapport et notamment la notion de culpabilité qui, pour moi, est la pierre centrale, si vous voulez. C'est véritablement le socle de ce relationnel si particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le révélateur qui est la rupture amoureuse va vous permettre de vous situer, va vous permettre d'entendre aussi quand je dis les attentes qui pèsent sur vous, c'est pas ce que vous devez faire, attention, c'est l'image qui découle de ce que vous devriez être parce que vous vivez une rupture amoureuse. Donc on a tout ça face à nous, en visée, et aujourd'hui, je pense que ça, intellectuellement, ça peut nous permettre de comprendre où les points de contraste vont être réels. Donc effectivement, d'abord, dans la communication, qui est le ciment du couple. On sait que c'est excessivement important. On vit à une époque où on n'a jamais eu autant de communication, même si finalement on est de plus en plus mauvais pour communiquer directement les uns avec les autres. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et on se dit que par rapport à donc cette image arrêtée de la personne qui va être lancinante, ou alors en silence complet pour impressionner l'autre et créer le manque et créer l'amour, nous on va trouver cette alternative où bien peu de personnes instinctivement entreraient dans le sourire, dans la recherche de fibres, dans quelque chose qui soit aussi mouvant, déculpabilisant pour les deux parties, et puis qui puisse même finir sur quelque chose qui est quasi ludique et puis qui redonne un petit peu d'élan aux deux personnalités et à la possibilité de créer un relationnel différent. En tout cas, cette idée de révélateur comportemental, moi je le trouve très 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 intéressant parce que ça nous permet de nous dire que les gens qui sont face à nous et les idées qu'on entend et les gens qui essayent de tailler un petit peu un costard à notre ex, c'est exactement ce que je vous disais. C'est une idée, une réflexion complètement arrêtés face à une situation que finalement ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup vu ce genre de situation où on vous donne des conseils, où on vous dit « ouais, non mais t'inquiète pas, etc. etc. » et où ces personnes elles-mêmes derrière se retrouvent dans la même situation. Et là, on va vous expliquer que « ah oui, c'est vrai que je devrais faire comme si ». Là, tout à coup, s'introduit l'idée du « oui mais ». Oui mais ma situation est particulière. Oui mais pour moi, c'est différent. Oui mais parce que moi, etc., etc. Et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que cette personne vient d'être révélée, entre guillemets, par la situation, vient de s'apercevoir que quand ça nous arrive à nous, non, on n'arrive pas à suivre le cadre, et c'est même peut-être pas quelque chose qu'on devrait faire, parce que sinon, on se tire carrément une balle dans le pied. Donc moi, c'est vraiment cette idée que je voulais mettre en relief, parce que vous imaginez bien que dans mon boulot, des idées reçues, j'en vois, j'en lis, j'en écoute, j'en entends absolument tous les jours. Ça fait bien marrer quand on est au cœur du truc et qu'on bosse absolument tous les jours avec la réalité de très nombreux profils et où on sait ce qu'on est capable d'accomplir, de voir cette espèce de bien-pensance présente qui finalement crée plus de conflits qu'autre chose. Moi, c'est véritablement ça que je voulais mettre en relief, c'est que les gens qui ne vivent pas la situation, qui ne l'ont jamais vécue, c'est pas qu'ils n'ont pas la légitimité à vouloir vous aider, absolument. Par contre, est-ce qu'ils en ont la réelle capacité et la compréhension ? C'est là, à mon avis, que la question se pose. En tout cas, j'espère que cette vidéo, un petit peu plus psychologique ou intellectuelle, je ne sais pas comment la qualifier, vous aura apporté quelque chose. Vous savez, comme d'habitude, je vous le répète, que vous pouvez rejoindre le programme VIP. J'ai beaucoup de questions. Comment rejoindre ? Vous avez des pastilles absolument partout. Vous en avez une en haut de l'écran. Vous avez sur la page de présentation de la chaîne, vous avez un bouton rejoindre qui est bleu juste en dessous de la petite vidéo de présentation. Et puis sous chaque vidéo, le premier lien qui apparaît permet aussi de rejoindre, et souvent je mets même un premier commentaire qui est agrafé sous la vidéo, épinglé, je crois que ça s'appelle. Là aussi vous pouvez cliquer, ça vous emmène sur une petite page où vous avez deux choix. Il y a le membre Gold et le membre VIP. Le membre Gold, c'est
clairement du sponsoring, c'est finalement une forme de remerciement. Et le membre VIP, qui est un abonnement donc, vous permet de rentrer dans un groupe où vous aurez accès aux vidéos que vous voyez, les vidéos réservées aux abonnés et que vous obtenez tous les jours du lundi au vendredi, et sur lesquels vous pouvez en plus influencer la programmation tout simplement en commentant les vidéos ou en m'envoyant un mail. Les questions de tous les membres VIP sont traitées. Voilà, ça c'est réglé. Il me reste à vous pousser à, si vous le souhaitez, si vous aimez le contenu, le mentionner parce que c'est toujours très bon pour les algorithmes. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir le prochain contenu qui sera mis à disposition. Allez, je vous abandonne là pour aujourd'hui et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine réflexion. Salut à vous!